Alors, tout d'abord, bien évidemment, il m'appartient de vous souhaiter la bienvenue par un mot d'accueil, mais plutôt que le mot d'accueil, ce que je voudrais vous dire, c'est tout le remerciement que j'ai à vous adresser de la part de mes collègues et de moi-même, bien évidemment, pour votre présence ici, et comme je remercie bien évidemment les gens qui nous ont rejoints à distance. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Il faut savoir qu'il y avait même plus de demandes que de places disponibles. Donc on est vraiment très heureux. C'est vrai, merci aussi pour ceux qui sont à distance et qui donc vont suivre cette conférence également. Merci de tout l'intérêt que vous portez à un sujet qui nous semble particulièrement important et qui vous semble apparemment aussi tout aussi important, c'est évidemment notre santé mentale. Donc ce soir, on a le plaisir donc d'accueillir Catherine et Laura, qui vont donc bien évidemment animer cette séance. Comme vous, on a hâte bien évidemment d'en savoir plus. Et c'est la raison voilà, pour laquelle, sans tarder, je vais laisser la parole à Catherine et donc à Laura, qui vont bien évidemment nous apporter tout leur éclairage. À la suite, alors quand même pour des questions voilà, pratiques, à la suite de leur exposé, vous aurez tout le loisir de poser les questions que vous souhaitez. Et pour les gens à distance, bien évidemment, c'est Marie-Christine qui va recueillir toutes les interrogations qui parviendront par le chat. C'est ça, voilà. Donc, vous n'oublierez pas non plus à la fin donc, de la séance de remplir le petit questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous, savoir si voilà, on a bien ciblé le sujet. C'est important aussi pour nous que vous nous mettiez quels sont les autres sujets que vous aimeriez voir abordés. Ça nous permet aussi de travailler sur des thèmes qui correspondent aux besoins. Et puis, donc, le document aussi qui vous a été remis concerne le droit à l'image, tout simplement parce que, comme on l'a indiqué, c'est une séance qui va être filmée et donc retransmise aux personnes qui sont à distance. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente conférence. Et je remercie par avance Laura et Catherine pour leur intervention. Et je leur cède immédiatement la parole. Merci. Bonsoir, bienvenue. Donc, Catherine Langlois-Jolivet. Ma légitimité d'être ici avec vous ce soir, c'est mon parcours. J'ai fait plus de 30 ans dans le domaine psychiatrique, notamment 6 ans au pavillon des dépressifs à Sainte-Anne. Donc voilà, donc j'ai accompagné de fait plus d'une centaine de personnes atteintes de cette maladie et avec leurs difficultés, leurs souffrances, mais aussi leurs ressources, puisque c'est de ça qu'il est important de bien se persuader. Moi, ce que je vous propose, avant d'explorer ensemble ce qu'est la dépression et comment aussi accompagner les personnes concernées et atteintes de cette maladie, je tenais quand même à bien préciser, la dépression, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment une pathologie. Excusez-moi, j'ai pris des notes parce que je suis pas trop habituée à parler devant tant de gens. C'est une pathologie complexe qui est vraiment influencée par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. C'est une maladie, ce n'est pas une simple tristesse, et j'appuie sur ça, c'est vraiment une maladie complexe et non pas une faiblesse. Donc voilà, la dépression, c'est vraiment un trouble de santé mentale caractérisé par une humeur persistante et vraiment une perte d'intérêt pour les activités. Ah oui, c'est mieux comme ça. Autrefois appréciées, mais ce qu'on repère très vite, et Laura pourra en témoigner par la suite, c'est vraiment une baisse significative de la motivation. La motivation, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin, même si on n'a pas envie.
ce qui nous permet de préparer à manger, ce qui nous permet d'aller travailler, et c'est ce qui nous permet surtout de rentrer en relation avec les autres, ce qu'on appelle l'interaction sociale. À partir du moment où il y a une baisse, quand on dit significative, c'est vraiment une baisse importante. Les personnes, du coup, vont s'isoler, hein, et l'interaction sociale va se diminuer de plus en plus. Donc, elle va effectivement affecter le comportement de la personne, les pensées, et bien évidemment, il va y avoir de grosses répercussions sur le bien-être général de la personne. Ce qui est assez complexe aujourd'hui, c'est que la personne elle-même peut ne pas se voir partir dans cette baisse de motivation. Et on peut mettre du temps à diagnostiquer une dépression. Donc les symptômes de la dépression, hein, on est vraiment sur 3 grands groupes de symptômes. Les symptômes émotionnels, tristesse, mais une tristesse persistante, perte d'intérêt, irritabilité. Alors, les symptômes émotionnels, on est vraiment dans quelque chose de persistant. Hein, c'est vraiment ces 3 symptômes, on doit les ressentir tous les jours, au minimum 15 jours. On a tous des moments de tristesse, on a tous de l'irritabilité. On peut avoir une perte d'intérêt, mais ça va durer 24 heures, 48 heures, et à un moment donné, on va repartir. L'autre symptôme qui est repérant aussi, c'est les symptômes physiques, et qui doit alerter assez rapidement, puisque c'est les troubles du sommeil, et une fatigue qui est là, même si on a bien dormi, même si on a fait un week-end canapé Netflix, et les changements d'appétit. Et puis l'autre groupe, hein, c'est les symptômes cognitifs, hein, mais qui va avec les 2 autres. En fait, hein, quelqu'un qui est fatigué, qui est insomniaque, ou qui ne va plus aller dehors, qui ne se motive plus, automatiquement, c'est des personnes qui vont avoir rapidement des difficultés de concentration, des pensées négatives. L'humeur, hein, donc c'est aussi l'anxiété. Les comportements, effectivement, on va pouvoir, même nous les proches autour, hein, ceux qui sont autour, on va se rendre compte que la personne, elle s'isole de plus en plus, qu'elle est moins du tout, elle est moins à la recherche de l'interactivité, et puis elle va des activités qu'elle aimait faire, elle va plus vouloir, peu à peu, elle va moins y aller, elle va lâcher prise. Ouais. Et puis évidemment, il y a le quotidien. Hein. On le repère aujourd'hui, hélas, avec beaucoup d'enfants, enfin adolescents et préadolescents. C'est des phobies qui vont s'installer, phobie de l'école, phobie du sport. Et pour le travail, c'est pareil. Hein, on va avoir des arrêts de travail à répétition. On peut se mettre dans un état qui pourrait ressembler au burn-out. Hein, et puis avec une irritabilité qui fait qu'on a énormément de mal à travailler si on doit travailler en équipe. Les autres vont très vite nous énerver. Ce qui peut arriver des fois, hein, ceci dit. Mais que des fois. Donc, et donc les personnes, hein, qui éprouvent une dépression vont avoir énormément déjà, hein, je l'ai déjà dit, une fatigue, la concentration qui est perdue, mais surtout une énorme perte de confiance en elle, voire aussi un regard sur elle complètement négatif. De toute façon, les pensées négatives vont envahir la personne. Ça va? Je ne vais pas trop vite, parce que je ne suis pas trop habituée à... Ça va. Donc des chiffres, hein, parce que bien évidemment, surtout depuis que maintenant on commence à prendre conscience, hein, que la dépression c'est une maladie mentale et non pas juste une personne fragile, faible, triste. On commence à avoir des chiffres, hein, au niveau de l'OMS. Donc on est quand même, on pense aujourd'hui qu'il y a à peu près 280 millions de personnes reconnues, diagnostiquées, hein, s'il y en a plein qui ne se font pas diagnostiquer, qui dans le monde, hein, 280 millions qui vivent avec la dépression. Aujourd'hui, on pense que ça fait, hein, à peu près 3,8% de la population mondiale, 5% adultes, 5,7% adultes âgés de 60 ans et plus. Aujourd'hui,
alors je vais parler de la France, le constat est assez inquiétant, puisque les personnes âgées, notamment des personnes qui sont hébergées en EHPAD, la dépression n'est pas du tout parlée. Quelqu'un de 90 ans, on ne va pas lui mettre des antidépresseurs, quel intérêt, 90 ans. Donc c'est une grosse problématique, et je remercie Harmonie Mutuelle de faire un espace parole pour ça, parce que en France encore, on a énormément de mal à faire bouger les choses. Donc pour les personnes âgées, c'est quand même 5,7%. Et bien évidemment, chez les jeunes, notamment depuis le Covid, on a une recrudescence de dépression chez les adolescents et les jeunes adultes. On a quand même 5% de jeunes âgés de 15 à 29 ans. Et puis voilà, les symptômes depuis la pandémie, au niveau mondial, la pandémie Covid a impacté énormément. Donc, le souci, c'est bien évidemment le diagnostic, parce que la personne peut s'ignorer dépressive, même si elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on le dit bien dans notre culture française, c'est ça ira mieux demain, voilà. Mais ça va pas mieux demain, ça va pas mieux après-demain. Et l'état dépressif va s'installer, et plus il s'installe, plus il est très compliqué pour la personne d'aller rechercher des ressources pour pouvoir se soigner. Alors, isolement social. Et comme la dépression fait que la personne a des difficultés, peut même être en souffrance à rentrer en lien avec les autres, parce qu'elle n'a rien à dire, elle n'est pas motivée, elle n'a pas envie de rire, elle est irritable, elle sent bien que du coup elle va peut-être envoyer balader les autres, du coup elle va s'isoler de plus en plus, et l'isolement social est un facteur qui va en renforcer l'état dépressif. Donc c'est un petit peu, c'est l'engrenage, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, il y a les incertitudes économiques, l'anxiété liée à la santé. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, nous avons quand même notre contexte actuel, BFM TV. Donc, c'est... Enfin, je le dis avec humour, mais en fait, c'est pas marrant, en vrai. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, moi, j'interviens beaucoup dans les EHPAD, auprès des équipes, notamment sur cette thématique-là, pour un petit peu stimuler l'accompagnement. Et c'est le premier conseil que je donne aux équipes, c'est d'être vigilant sur qu'est-ce qui passe en boucle dans les chambres ou dans les salons, pour qu'on arrête de mettre de l'anxiété, de rajouter de l'anxiété. Aujourd'hui, le constat, c'est que les femmes sont généralement plus touchées par la dépression que les hommes. On n'est pas dans un monde juste, moi, je dis, quand même. Toujours les femmes. Avec une prévalence de 5,1% pour les femmes contre 3,6% pour les hommes. Mais, mesdames, je vais vous rassurer, il est très compliqué pour un homme d'aller se faire diagnostiquer. Donc, moi, les chiffres que vous voyez, c'est les chiffres de personnes qui ont été diagnostiquées pour que ça puisse être remonté à l'OMS, l'Organisation mondiale. Donc, les messieurs ont du mal, puisqu'un homme, ça doit être fort, ça pleure pas, ça doit porter, ça doit sécuriser. Donc, dépression. Surtout les générations, enfin, je vais parler de la mienne ou de mes parents, mais bon... Les 60 ans, bon, notre culture a fait que c'est très compliqué pour un homme de dire à son entourage qu'il est dépressif, et donc du coup d'enclencher le soin qui pourrait l'aider à aller beaucoup mieux. Donc ben voilà, ça souligne bien la sensibilisation, le diagnostic précoce. Plus une dépression, un état dépressif est pris à temps, plus rapidement la personne va aller mieux, puisque la personne a encore des ressources, et on va s'appuyer sur les ressources de la personne pour qu'elle s'en sorte. Et l'accès à un traitement approprié, il y en a, il est peu connu, mais Laura est là et vous expliquera. Il y a quand même des choses intéressantes qui sont mises en place avec des belles personnes. Bon, ça donne ça... sur le diagramme de Venn, enfin voilà, ça donne ça. Genre, donc femme 5,1, homme 3,6, personnes âgées 5,7, les jeunes 15-29 ans. Aujourd'hui, on est à 5%. L'inquiétude qu'il y a au niveau de l'OMS, c'est que là, c'est pareil, un adolescent peut avoir des difficultés
à se faire diagnostiquer. Il y a de la scarification, de l'automutilation beaucoup, de l'anorexie. Et on suppose qu'à la base, c'est un état dépressif qui est là, qui va amener le jeune adolescent ou la jeune adolescente, toxicomanie, tout ce qui va être les addictions et tout ce qui va être sur de l'automutilation. Et c'est très compliqué pour un jeune d'admettre en fait, qu'il va mal. Les facteurs, il y a plusieurs facteurs qui sont du coup diagnostiqués. Des facteurs biologiques. Aujourd'hui, on est vigilant, la génétique, les antécédents familiaux peuvent, mais c'est pas encore, peuvent augmenter le risque, mais juste augmenter le risque. Aujourd'hui, c'est une probabilité qu'une personne peut développer une dépression s'il y a eu des proches atteints. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que la chimie du cerveau a un rôle important. C'est pas que des humeurs. Les neurotransmetteurs, les neurotransmetteurs, c'est la chimie qui va permettre à nos neurones de communiquer ensemble. Donc on en a 3 importants: la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. La sérotonine, peut-être vous en avez entendu parler, on l'appelle, c'est comment l'hormone du bonheur. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Et l'adrénaline, la noradrénaline, c'est ce qui nous permet d'être vigilants, concentration, et puis quand il y a une urgence, de courir beaucoup plus vite qu'à l'habitude. Ça booste. On va aussi avoir certaines maladies, maladies cardiaques, bien évidemment cancer, puisqu'on est sur, il y a quand même, il y a des phases très anxiogènes. Et puis il y a les traitements qui peuvent aussi diabète, qui peuvent renforcer un état, c'est-à-dire que ça peut impacter l'alchimie cérébrale. Donc ça peut mettre à un moment donné un déséquilibre sur ces trois hormones. Et bien évidemment les santé physiques, notamment, et là aussi c'est peu dit, les problèmes de thyroïde, ça va automatiquement jouer sur la chimie cérébrale. Ça va? Je vous endors pas? D'accord. Et puis, bien évidemment, les facteurs psychologiques, bien évidemment, tout ce qui va être traumatisme ou abus. Là aussi, c'est compliqué parce que des expériences traumatisantes, notamment dans la petite enfance, ça peut être complètement nié par la personne. C'est des mécanismes de défense. Et du coup, le fond dépressif, il reste là. Et un traumatisme à l'âge adulte peut réveiller ce premier traumatisme. Et la personne, du coup, va se voir glisser très rapidement. Bonjour. Après, par rapport au traumatisme, ce que j'en parlais avec Laura avant que vous arriviez, vigilance, mais enfin, bonjour. En tout cas, nous, en psychiatrie, la psychanalyse peut aider, mais la psychanalyse, elle nous fait travailler, c'est dans une forme thérapeutique, par rapport au traumatisme, la psychanalyse, elle nous fait travailler notre petite enfance. Il y a des traumatismes qu'on va vivre à l'âge adulte qui peuvent complètement nous mettre dans cette spirale infernale, mais la psychanalyse ne pourra pas être aidante. C'est bien pour ça qu'il y a d'autres formes de thérapie pour aider la personne à travailler sur les traumatismes. Un psychologue clinicien, ça peut être compliqué. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Bien évidemment, il y a la personnalité. C'est vrai qu'il y a des personnes qui, de par leur personnalité, leur trait de caractère, vont aller voir dans un premier temps ce qui ne va pas pour pouvoir aller vers ce qui va. On part du principe que ces personnes avec des traits de personnalité qui ont une tendance à être critiques et pessimistes ont peut-être plus de risques de rentrer dans un état dépressif si l'environnement social autour ne lui permet pas de se décoller de ça. Mais après, voilà, y a des personnes qui peuvent être très inquiètes, qui ont une petite gestion des émotions difficiles. Donc, ils sont très vite anxieux,
très vite inquiets. Donc si en face, en plus, il y a des grosses difficultés sociales qui arrivent, ce sont un divorce, une séparation, des problèmes financiers, ça peut favoriser. Et puis ce qu'on appelle le coping en français, c'est comment on adapte notre comportement. On le fait tous. Vous voyez, ces messieurs viennent d'arriver en retard. Très discrètement, ils ont adapté leur comportement pour s'asseoir sans faire de bruit. C'est ce qu'on appelle le coping. Bonjour. Je vous ai bien affiché, là. Donc, il y a des personnes qui vont pas avoir appris ces mécanismes d'adaptation et qui du coup, face au stress, face à l'inquiétude, ils vont avoir des comportements inadaptés. Et ça va. C'est des personnes qui peuvent être sujets plus à la dépression. Des personnes qui très timides, des personnes qui, quand ils rentrent dans une pièce, ils n'ont pas compris qu'il fallait dire bonjour avec un sourire. Ouais. Et donc, du coup, ça va les isoler socialement et ça peut générer un état dépressif. C'est ce qu'on appelle le coping. Dans notre jargon, c'est les codes du vivre ensemble. Hein, c'est comment, à un moment, quand on est dans l'interaction à l'autre, on va adapter notre comportement et voir aussi nos propos, enfin notre communication orale. Ça va? Je ne vous ai pas perdu encore. Bon, bah, les facteurs environnementaux, on en a parlé tout à l'heure, hein, perte d'emploi, deuil, divorce. Après, il faut que vous fassiez, peut-être qu'il faut que je nuance, ouais, je ne l'ai pas fait au début, ce qu'on appelle le diagnostic, excusez-moi, d'une dépression, ce n'est pas la même chose qu'un état dépressif. On peut tous, à un moment de notre vie, passer dans un état dépressif. Ce qu'on appelle les états dépressifs post-mortem. Mais ça va durer sur 1 mois, 2 mois. Et la personne d'elle-même, elle n'a pas perdu ses ressources. Hein, la dépression, la personne, il faut qu'elle se reconstruise au niveau de ses ressources et de sa motivation. On peut tous, dans notre vie, avoir vécu un divorce, un deuil, et pendant 1 ou 2 mois, on peut être dans cet état. Le but, c'est d'en avoir conscience, parce qu'il suffit des fois de prendre juste un petit anxiolytique ou juste pendant 3 semaines, 1 mois, des antidépresseurs et ça repart. C'est ces états-là, très souvent, notamment post-mortem, mais pas que, qui fait que si la personne elle prend pas conscience, elle conscientise pas son état et qu'elle se fait pas aider, qu'elle peut du coup s'installer vraiment dans la dépression et où là le diagnostic et donc le traitement sera beaucoup plus long, lent et lourd et souffrant. Donc le deuil et puis les difficultés financières et bien évidemment l'environnement. Et aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, on n'est pas au mieux de notre forme. L'isolement social, les personnes qui habitent seules, qui ne peuvent plus conduire, notamment chez les personnes âgées, et les changements majeurs de vie, un nouvel emploi. Alors, les changements de vie, il faut qu'on soit vigilant au niveau de la dépression. Ce qui pourrait peut-être paraître étonnant, ça peut être un changement de vie positif à la base. Un nouveau projet. J'ai rencontré, par exemple, j'ai rencontré Brad Pitt. Il m'emmène sur son voilier. C'est un changement de vie super positif, ça, pour moi. Mais peut-être que sur le bateau, je vais être dépressive. Vous voyez ? Parce qu'on va imaginer le projet et en fait qu'on vit de manière très, très, très positive. Et en fait, une fois qu'on est dedans, ça nous a amené un tel stress et un tel changement qu'en fait, on ne va pas arriver à être dans ce qu'on appelle le coping, c'est-à-dire dans l'adaptation de notre nouvelle vie. Et on va partir sur des idées négatives, c'est-à-dire c'était mieux avant, c'était... Même si... Vous voyez, et du coup, il faut être vigilant. Les transitions de vie, qu'elles soient positives ou négatives, ça, c'est un facteur de risque. Bon, et puis facteurs culturels et sociétaux. C'est vrai que les attentes sociales, on en parlait tout à l'heure par rapport aux hommes, les attentes sociales et culturelles fait qu'un homme, il doit être fort, quoi, il n'y a pas à tortiller, donc il n'est pas dépressif. Vous voyez, et la stigmatisation, on a des maladies mentales qui vont de toute façon, qui vont favoriser l'état dépressif. Je parle de la bipolarité, la schizophrénie,
À partir du moment où quelqu'un est diagnostiqué, il peut être stigmatisé, vu qu'aujourd'hui, la psychiatrie reste encore quand même quelque chose de très caché, très tabou. Ça reste encore le monde des fous, quoi. Alors qu'honnêtement, moi j'ai travaillé à Sainte-Anne avec Cyrulnik, je ne sais pas si vous connaissez ce cher Boris. À Sainte-Anne, c'est un parc immense, hein. Il y a des statues, et il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de médecin là. Donc quand on se balade dans le parc, on ne sait pas si on a face à un psychiatre, un visiteur et un patient. Par contre, dès qu'on sortait de Sainte-Anne, Cyrulnik le premier disait, je vous dis au revoir, je rentre dans le monde des fous. Parce que les fous, en fait, ils sont dehors. On est bien dans ces lieux-là parce qu'on est protégé. Et il n'y a pas cette folie extérieure. Et puis, bien évidemment, hein, lié aux habitudes de vie, une alimentation, des pizzas tous les soirs, enfin, je caricature, je suis dans le stéréotype là. Manque d'activité physique, quelqu'un qui va passer sa vie assis dans le canapé, et puis bien évidemment, celle-là, je ne vais pas vous la dire, mais tout ce qui est la consommation de substances, de toute façon, ça, c'est des facteurs. Ouais. Et ça va aggraver, hein, parce que, enfin, majoritairement, sans faire de raccourcis, mais la consommation de substances, de toute façon, à un moment, c'est un tel engrenage que la personne, déjà, si elle prend des substances, c'est que peut-être déjà elle est dans un état dépressif. La substance va modifier l'alchimie cérébrale, donc la fabrication des hormones, et le manque du produit va amener de toute façon un état dépressif. Donc, de toute façon, les personnes les plus compliquées à aider et à accompagner dans la dépression, ce sont les personnes qui sont addictes à des substances, notamment, parce qu'on est quand même dans l'Orne, l'alcool. C'est dramatique parce que l'alcool, en plus, agit énormément sur la chimie cérébrale. Et on a beaucoup de mal à... Et il y en a partout. Enfin, pas ici, mais sinon, il y en a partout ailleurs. Donc ça, il faut être vigilant. Et honnêtement, l'addiction à l'alcool, et les personnes sont vraiment en grande souffrance. Ah je vais pouvoir... Vous n'êtes pas les derniers. Il y a encore quelqu'un. Bonjour, moi c'est Catherine. Bonjour, Richard. Enchanté, Richard. Donc l'impact, hein, on en parle, et puis il y a du bon sens dans l'impact, hein, bien évidemment, l'impact sur la santé mentale. Hein. Donc on a quand même, il y a des gros symptômes émotionnels, donc des gros sentiments de tristesse. Il y a une grande souffrance mentale et émotionnelle quand même, d'impuissance, hein, désintérêt, et c'est très compliqué d'en parler. On ne peut pas tous les jours dire à ses proches, à ses amis qu'on va mal, quoi. On fatigue les autres. Enfin, on pense fatiguer les autres, même si les autres sont prêts à être là. Hein. Donc, il y a quand même un gros repli sur soi. Et puis, il y a plein de troubles connexes, hein, tels des troubles anxieux. Mais de troubles anxieux pas bien pris en compte, pas soignés, ça va devenir ça va devenir récurrent. C'est pour ça qu'il y a de l'insomnie. On n'arrive plus à s'endormir parce qu'on est envahi en fait de ce qu'on appelle en psychiatrie. La personne, elle est envahie, mais dans quelque chose de très souffrant en fait. Hein. Et le souci qu'on a de la souffrance mentale aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à en parler, c'est que ça se voit pas. Quelqu'un qui se casse. Regardez, nous en France, alors moi ça me fait toujours rire, mais notre symbole pour l'handicap, c'est quand même un fauteuil roulant. Donc écoutez, la santé mentale, la souffrance mentale, on en est loin. Et puis une grosse détresse émotionnelle, parce que du coup, il y a aussi un isolement émotionnel. Hein. Donc
et moi, de par mon expérience, hein, c'est vrai que quand les personnes d'elles-mêmes disaient « il faut que je vienne parce que je vais vraiment mal et puis j'ai peur de me faire du mal », le fait d'arriver dans des lieux où, enfin, elles pouvaient exprimer cette souffrance, et c'était entendu, il y avait de l'écoute, notamment de l'écoute active, et puis il y avait des conseils, il y avait des orientations, il y avait de l'apaisement. Il y a des personnes qui avaient peur après de retourner dehors, quoi, en fait, parce qu'enfin, elles avaient un lieu où elles étaient écoutées, quoi. Santé physique, bien évidemment, il y a des problèmes de poids. Alors, en plus, c'est compliqué, parce que l'impact sur la santé physique, c'est compliqué, parce que les antidépresseurs, comme c'est des inhibiteurs cérébraux, il y a une prise de poids. Donc, du coup, il y a déjà des problèmes au niveau de l'alimentation. Donc, plus une prise de poids qui est liée au traitement. Donc, il y a des personnes qui ont ce sentiment qu'ils ne vont pas s'en sortir, qui, du coup, arrêtent le traitement parce qu'elles veulent remaigrir. C'est un vrai combat pour les personnes quand on rentre dans ce schéma de soins, mais Laura en parlera mieux que moi. Et puis, bien évidemment, des maladies cardiovasculaires, parce que prise de poids, bien évidemment, des maladies chroniques qui peuvent être liées à l'état mental. C'est d'eczéma, des allergies à tout va, psoriasis, problème d'estomac. Donc, du coup, on se dit, est-ce que c'est parce que je prends des traitements ? Donc, je me fais de l'ulcère à l'estomac. Est-ce que c'est lié à l'anxiété ? Problèmes intestinaux. Et puis, bien évidemment, ça, on l'a dit, on va être ou dans de l'hypersomnie, ou au niveau sommeil, ou de l'hypo, mais de toute façon, la qualité de sommeil, elle est médiocre. C'est-à-dire que la personne se réveille fatiguée. Alors, elle peut dormir 14 heures, redormir une sieste de 4 heures l'après-midi. Elle ne se repose pas, en fait. Elle ne dort pas. Et puis, il y a les insomnies, là, c'est clair, la personne ne dort pas. Donc, il y a des... Donc, vous voyez bien que tout ça, mis bout à bout, c'est l'engrenage, en fait. Et puis, j'en parlais, tout ce qui est l'interaction sociale, c'est-à-dire les relations interpersonnelles, l'isolement social. C'est vraiment... des personnes qui vont s'éloigner, et ça peut alerter les proches parce qu'il y a vraiment un éloignement, une coupure. La personne, on la voit moins, elle veut plus venir, et du coup, ça aggrave la pathologie, de toute façon. Puis des conflits relationnels. Il peut y avoir des grosses tensions dans la communication, dans l'intimité. Les couples peuvent exploser. Si c'est dans une famille, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'est complexe. C'est pour ça qu'il faut s'entourer aussi de personnes professionnelles qui, du coup, ont la distance émotionnelle. Parce que quelqu'un de dépressif, il est quand même sur des idées morbides, mortifères, moroses, tristes. Quand on vit à côté, on les entend, on les écoute et on essaye de faire ce qu'on peut pour remettre un peu de dynamisme, de vie. Et non. Donc, il faut vraiment s'entourer. Et il y a Laura en parlera aussi, mais il y a vraiment des personnes compétentes qui sont spécialisées dans ça. Puis de toute façon, l'impact professionnel, vous avez bien compris que quelqu'un qui est dépressif, c'est compliqué le travail quand même. Il faut avoir de la motivation et de l'énergie. Donc, du coup, il y a une baisse de la productivité. Et puis, il y a beaucoup d'absentéisme, voire des burn-out, voire des démissions. Donc voilà, et puis du coup, c'est l'engrenage là aussi, puisque baisse des revenus. Et puis, difficile. Aucune motivation et aucune énergie pour aller rechercher du travail ailleurs. Donc c'est des personnes qui très vite se retrouvent aussi isolées financièrement, interdits bancaires, voire à la rue. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vivent dans la rue, qui en fait, c'est un état dépressif qui les a amenés à ça. Ils ont tout perdu. Le milieu familial, le boulot, et donc du coup ils sont mis dans l'alcool et du coup ils sont sur les trottoirs d'Alençon. Je sais pas, il y en a à Alençon ? Non. Il y a beaucoup de personnes à Alençon ? Non ? Ouais. Et là aussi, ces personnes-là, c'est compliqué de les capter pour les soigner.
Même s'il y a, il y a des bus enfin, qui passent pour les aider et tout, mais les équipes qui circulent dans les rues, où que ce soit, c'est très compliqué de les amener aux soins. Nous, en psychiatrie, ils arrivent très souvent par les urgences. Enfin, ils vont aux urgences classiques. Très souvent, comme ils sont en état d'ébriété intense, ils sont mis en dégrisement à l'hôpital. Et puis, on les voit très peu en psychiatrie. Les urgences, mais normales, c'est des urgences classiques. Ils les laissent repartir dehors, en fait. C'est très compliqué de les repérer, de les diagnostiquer et de les aider surtout. Bon, qualité de vie. Bon, et puis bien évidemment, c'est un risque majeur de passage à l'acte, de suicide. Puisque la qualité de vie, je dirais globale, elle est complètement diminuée. Donc il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de... Donc les expériences positives, il n'y en a plus. Et les pensées suicidaires, par contre, c'est un des symptômes où on diagnostique la dépression. C'est qu'il y a des pensées suicidaires quand même qui sont là, récurrentes, au quotidien. Et puis les soins de santé, compliqué. La personne qui est dépressive, elle peut pas prendre soin d'elle, en fait. Mentalement, elle peut pas. Elle a pas l'énergie, elle n'a pas la motivation. Donc plus l'intervention, plus le diagnostic est précoce, plus c'est facile pour la personne, en fait. Donc voilà, ça donne un peu ça, le schéma cérébral. Donc la noradrénaline, elle est là vraiment pour... elle va permettre de répondre à une urgence, qu'on est confronté à un imprévu. Elle va permettre... c'est elle qui notre concentration, notre vigilance, qui va nous donner notre capacité de s'adapter au changement. La sérotonine, c'est ce que je vous disais, l'hormone du bonheur, elle, c'est tout ce qui va être le plaisir, tout ce qui est nos pulsions de joie, l'envie, le rire, l'impulsion, quoi. Et puis, bien évidemment, au niveau métabolisme, on en a besoin. Puis la dopamine, bien évidemment, l'hormone de plaisir. Donc, c'est tout ce qui va être la notion du plaisir, le plaisir immédiat, le fait de s'amuser quand on est avec des amis, et puis bien évidemment les pulsions, puisque quelqu'un de dépressif, vous l'avez bien compris, n'a plus du tout de libido, puisque de toute façon la dopamine ne fonctionne presque plus, et complètement, c'est inhibé tout ça. Par contre, si on a un dérèglement de ces neurotransmetteurs, on voit bien qu'il y a de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'agressivité. Ça va venir taper sur tout ça, anxiété, irritabilité, motivation, tout ce qui est cognitif, humeur, émotion, appétit, sexualité, agressivité, ça va induire tout ça. C'est-à-dire nous, l'humain. Oui, alors là, je vous ai mis rapidement le diagnostic. Aujourd'hui, c'est les critères de DSM-5. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, il est quand même important, si on sent qu'on est sur un état dépressif, alors je n'ai rien, je ne suis pas dans la critique, mais il ne faut pas s'arrêter aux médecins généralistes. Parce que les antidépresseurs, comme les anxiolytiques, c'est quand même des médicaments où on peut devenir addict. Ça va venir toucher quand même l'alchimie cérébrale, ce qu'on vient de voir là. C'est des inhibiteurs. Faut quand même que ce soit des neurologues ou des psychiatres. Il faut que ce soit des personnes qui maîtrisent ces traitements, parce qu'un dépressif égale pas un autre. C'est-à-dire un traitement dépressif va pas convenir à tout le monde. On peut pas faire... et ça peut même être long de trouver le juste dosage en fonction de la personne. Donc faut vraiment être très vigilant. Il faut vraiment aller voir des spécialistes. Faut surtout pas... faut être très vigilant avec les antidépresseurs. C'est quand même... c'est des traitements lourds et qui, de toute façon, impactent le système neurologique. Et alors, les approches du traitement, bien évidemment, médicaments. Et puis là, après, c'est plus Laura qui va en parler, puisqu'on a des thérapies psychologiques.
Donc, on a la TCC, thérapie cognitivo-comportementale, et on a la TIP, qui est la thérapie interpersonnelle, qui marche. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, mais moi, dans les parcours des personnes que nous avons accompagnées à l'hôpital, il faut associer. Les antidépresseurs, ça permet d'apaiser la personne dans sa souffrance, mais c'est tout. Si à côté, il n'y a pas une thérapie psychologique qui est mise en place, et pas que, parce qu'il y a l'activité physique, mais Laura détaillera plus que moi, dans le mode de vie, il faut vraiment qu'on associe les trois. Les antidépresseurs, ça va apaiser. Hein. Enfin, c'est comme une entorse. Hein. On peut se mettre une bande ou ne plus marcher, mais l'entorse est toujours là. Donc là, on est dans la même chose. C'est-à-dire que la TCC aujourd'hui a fait ses preuves. La TIP aussi, mais tout le monde peut ne pas y accrocher parce que bon, faut intégrer la thérapie. Les médicaments, bien évidemment, parce que ça apaise. Et puis après, le mode de vie. L'activité physique, ça renforce les noradrénalines. Le manger, le bien manger, sérotonine. Et puis Brad Pitt, hein. La dopamine. C'est fini? Ah non. Oui, bah voilà, ça reprend tout ce que j'ai dit, mais là, voilà, c'est plus Laura qui vous en parlera. Alors la TCC, hein, on travaille on va permettre d'où l'outil magnifique qu'a construit Laura. C'est vraiment une psychothérapie où on va demander à la personne d'identifier et de modifier ses pensées négatives et ses comportements négatifs. Donc c'est au quotidien, il y a des petits exercices, il y a des missions, il y a des objectifs, mais là je laisse Laura. Mais ça permet à la personne de gérer ses émotions et d'aller doser combien elle en a de négatifs dans une journée, mais surtout combien elle va en avoir de positifs et qu'est-ce qu'elle a pu construire de positif. Donc hop, ça ressource la personne en fait. Et la TIP, c'est les relations interpersonnelles. Ça joue sur les relations interpersonnelles. Là, on va aller travailler le fait que la personne, elle est complètement dans l'isolement, dans l'isolement social, en fait. Et on va travailler ça avec elle. Donc, c'est vraiment comment je communique, comment je gère mes relations. Et la communication, on est dans la communication globale. Donc, c'est comment je regarde. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des difficultés à accrocher dans cette thérapie parce qu'elle est très spécifique, mais elle marche hein, aussi. Bon oui, alors je voulais parler quand même un petit peu des antidépresseurs parce qu'aujourd'hui, il y a un petit constat inquiétant aussi. On a en France énormément de gens qui utilisent les antidépresseurs, qui ne sont pas dépressifs. Mais comme ça fait 10 ans qu'ils sont persuadés que s'ils arrêtent, ils vont pas bien aller, et que comme ils sont devenus addicts, ils peuvent plus l'arrêter du jour au lendemain. On a des personnes qui se prennent leurs petits antidépresseurs tous les jours, mais ils sont pas du tout dépressifs. Hein. Donc, alors que il y a des effets secondaires importants quand même. Donc c'est ce que je vous disais, c'est des inhibiteurs. Hein. Et il y en a notamment le plus distribué aujourd'hui dans nos pharmacies, c'est le dernier. Donc, c'est-à-dire que lui, il agit sur les 3, en plus, neurotransmetteurs. Alors, vous avez dû voir, hein, il y a eu l'OMS a fait une alerte hein, quand même au niveau Alzheimer et aux maladies apparentées et aussi Parkinson. Prendre un antidépresseur 40 ans, ça aide pas. Logique, puisqu'on a mis au ralenti. Hein. Oui. Oui, et ah mais là on est bien d'accord. Mais après, vous tombez sur d'autres types d'interventions, à savoir la nutraceutique plutôt que la thérapie.
Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, là, je suis là avec déjà moi, mon parcours et mes connaissances. Ça, c'est petit 1. Et puis petit 2, les causes, on les connaît, hein. Après, aujourd'hui, la réalité par exemple, je parlais des adolescents. Aujourd'hui, les hôpitaux où il y a des services pédopsychiatriques, oui, c'est ça, qui ferment les lits, hein. À Alençon, vous n'avez plus de lits, hein, pour les adolescents, hein. Mais non, mais pas qu'à Alençon, hein. Vous allez à Nantes, on ferme, hein. En ce moment, on ferme. Alors que je suis d'accord avec vous, on ne va pas du tout accompagner, même si on reste dans le soin, hein, dans la thérapeutique, mais on ne va pas accompagner de la même manière un adolescent qui est complètement phobique de l'école, qui est dans la scarification, qu'on va accompagner quelqu'un qui vient de perdre son boulot, qui a 50 ans, qui est à la rue et qui est addict à l'alcool. Donc aujourd'hui, les causes, bien évidemment, après, il y a quand même des unités qui travaillent autour de ça, hein. Moi, mon parcours, si vous voulez, je ne peux pas vous répondre plus que ça, même si je suis complètement en accord avec vous. Mon parcours, moi, j'étais dans le soin, j'étais le après, quoi, hein, le thérapeutique. À Satane, nous, les personnes, elles arrivent du monde entier parce que le service, il est assez réputé. On avait d'Israël, on en avait de partout, hein. Après, nous, quand ils arrivaient, moi, les personnes que j'accompagnais, le diagnostic était là. Les causes avaient joué, quoi. Mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais comme, pas que là, hein, je dirais c'est valable pour plein d'autres choses, ce que vous dites, hein, pour d'autres maladies, hein. Mais oui. Après, aujourd'hui, et on le voit bien, notamment plus en ce moment, c'est compliqué, hein. On voit bien l'éducation nationale, enfin, on voit bien et puis les réseaux sociaux, on voit bien enfin, c'est compliqué, hein, d'aller travailler sur les causes, hein. C'est vrai, mais effectivement, je reprendrai au niveau de l'éducation nationale. Moi, j'ai souvenir, j'ai appris à l'école qu'il fallait prendre un certain nombre de dispositions, éviter de consommer l'alcool, etc. Ah ouais. C'était répété, mais toutes les semaines, hein, je dirais pas quotidiennement. Puis c'était puni aussi, hein. C'était puni si on outrepassait, hein. Franchement, ça imprégnait quand même sur le fond. Ouais. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que vous en parlez, Oui, bah là, après, là, je dirais que c'est un autre débat, mais effectivement, ça questionne, hein. Mais toujours est-il, pour en revenir aux effets secondaires, parce que ça, c'est important quand même, hein, c'est que les médicaments, si vous voulez, ils agissent en équilibrant les neurotransmetteurs, hein, dont on vient de parler, et ça va influencer l'humeur et les émotions. C'est pour ça qu'il faut être les effets secondaires des antidépresseurs, il faut être vigilant, parce que, bon, la prise de poids, on en a parlé, mais la somnolence, et du coup, comme ça baisse aussi les émotions, dans notre interaction à l'autre, on va plus du tout être dans l'échange émotionnel à l'autre. Et il faut vraiment ça, en principe, hein, les psychiatres ou les neurologues qui prescrivent, ils parlent bien des effets secondaires, parce que très souvent, des personnes qui rentrent dans un dispositif de soins vont arrêter parce qu'ils ont des nausées, brûlure d'estomac et prise de poids, et ils somnolent tout le temps, quoi. Donc c'est un traitement qui est lourd. Donc ah oui, non, mais voilà, mais de toute façon, ça on l'a dit. Ce qui est important dans le mode de vie, hein, c'est l'exercice positif, physique, hein, c'est l'alimentation équilibrée, c'est l'importance du sommeil. Après, là, du coup, c'est là que je vais donner la parole à Laura, parce que ça, c'est quand la personne, elle s'est un petit peu ressourcée et qu'elle retrouve de la motivation. C'est pour ça que le milieu hospitalier, les personnes, quand elles viennent en séjour dans le milieu hospitalier, on remet ça avec elles en place. Et du coup, ça les ressource. Et donc, quand elles ressortent, elles sont un peu plus armées. Et puis, ben voilà. Donc, je vais redire ce que j'ai dit en introduction, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, la stigmatisation, hein, des maladies mentales, et notamment de la dépression, impacte encore énormément les diagnostics. Mais ceci dit, c'est ce que je vous disais, hein, ce qu'on appelle une approche intégrative du soin, c'est thérapie psychologique, médicaments et bien évidemment des ajustements du mode de vie. Et là, c'est là que je vais laisser le micro à Laura
Et je répète, chaque individu est unique, hein, et la dépression, c'est pas une faiblesse, hein, c'est une réelle pathologie. Enfin, j'espère que, même si je vous l'ai fait de manière schématique, vous avez bien compris l'importance du diagnostic dans cette maladie et la souffrance des personnes qui en sont atteintes. Merci de votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Laura Lebrasseur. Je viens vous parler en tant que concernée, en tant que personne dépressive qui sort de sa dépression, on peut dire une rémission, si on veut. Alors, comme beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, j'étais pas au courant que j'étais dépressive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'avais des migraines absolument tous les jours, des maux de ventre terribles, et au bout d'un moment, j'ai fini par aller chez le médecin et à me retrouver en pleurs dans son bureau, et il m'a dit: Madame, à 30 ans, on n'a pas des problèmes de santé comme ça et on ne se met pas à pleurer dans mon bureau pour rien. Donc il a un peu creusé et on a vu qu'il y avait eu justement tous les symptômes dont on a parlé un peu avant. Donc oui, moi ça a commencé avec le régime Pringles Orangina. Donc c'était ma seule nourriture, des Pringles et des Orangina pour rincer ça. C'est pas ce qui m'a fait prendre du poids, c'est les médicaments. Incroyable mais vrai. Mais voilà. Et donc du coup, ça a été une trajectoire assez complexe pour en arriver là où j'en suis actuellement, là où j'en suis capable de parler clairement, de pouvoir m'exprimer sur le sujet et de pouvoir comprendre cette maladie-là. J'ai pas l'habitude de parler beaucoup de ça en public, donc je suis désolée, je cherche un petit peu mes mots parfois. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Encore une fois, les pensées automatiques négatives qui arrivent, mais je sais les contraindre à devenir positives ensuite. Donc, il faut savoir que très vite, dans la dépression, j'ai fait ce qu'on appelle un blackout. J'ai perdu tous mes souvenirs sur à peu près un an et demi. Donc, il y a certaines choses que je vais vous raconter qui m'ont été rapportées, notamment tout ce qui est paranoïa, désorganisation, donc avoir un discours qui est très désorganisé, qui est très difficile à suivre. J'espère pas comme maintenant. Et une perte de contact avec la réalité, avec même des hallucinations, parce qu'on est allé vraiment sur une période de décompensation, donc vraiment où on perd tout contact avec la réalité et où plus rien ne nous retient. À ce moment-là, j'ai perdu énormément de choses dans ma vie. J'ai perdu 99% de mes amis, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon petit copain. C'est quelque chose d'ailleurs qui arrive très très souvent en général aux femmes qui sont en dépression ou aux femmes qui ont un cancer, etc., de perdre leur conjoint. C'est quelque chose on m'avait prévenu, enfin le médecin m'avait prévenu dès le début, mais bon. Mais j'ai pas perdu mes parents, donc je ne me suis pas retrouvée à la rue comme beaucoup, et c'était vraiment le cordon de sécurité le fil qui m'a reliée à la vie. Et grâce à eux, donc du coup, j'ai pu être suivie, j'ai pu aller dans des hôpitaux, j'ai pu développer mes capacités et retrouver des ressources pour aller mieux. Dans mon malheur, j'ai eu 2 chances. Ma première chance, ça a été de toujours rechercher pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là actuellement? Et donc du coup, j'ai fait énormément de recherches sur... Alors, au début, je pensais que c'était que j'avais un trouble de l'attention. Donc, du coup, j'ai beaucoup recherché de ce côté-là. Puis ensuite, j'ai été diagnostiquée dépressive. Donc, du coup, j'ai fait beaucoup de recherches sur la dépression. Et finalement, en plus du diagnostic dépressif, est venu le diagnostic de la schizophrénie. Donc, les deux vont bien ensemble parce qu'ils se renforcent mutuellement. Et une fois que j'ai bien compris comment ça se passait dans mon cerveau, donc que j'avais développé ce qu'on appelle la métacognition, donc comprendre comment on pense, j'ai commencé à essayer de vouloir m'en sortir. Enfin, j'ai vraiment eu ce besoin d'en sortir. Et ça a été ma 3e grande chance. Donc après mes parents, mon besoin de comprendre, ça a été une volonté de sortir de ce cercle vicieux.
parce que je voyais l'impact que ça avait sur ma famille, je voyais l'impact que ça avait sur moi. Et globalement, même si j'avais des pulsions mortifères, une envie de mourir, j'avais pas envie de faire de mal autour de moi. J'avais envie de vivre une vie qui me permette de m'épanouir. Et donc, du coup, cette pulsion de vie, quelque part, a été assez forte pour me permettre de développer des outils, de chercher des outils et ensuite de les développer et de les mettre en place pour aller mieux. Ces outils, ça a beaucoup été des outils de la thérapie cognitive et comportementale, donc, dont on a parlé un petit peu précédemment, mais dont on va reparler un peu après. Mon bullet journal. Alors, mon bullet journal, c'est un carnet dans lequel on va faire souvent des listes et on va implémenter plein de petits outils qu'on va faire soi-même. En fait, c'est un carnet personnel qu'on va développer. Ce bullet journal m'a suivi au terme de toutes mes expériences psychiatriques, psychologiques. À chaque fois que je voyais un nouveau professionnel, j'y entérinais les exercices qu'elle ou elle me faisait faire. Et donc, du coup, ça me permettait de les continuer chez moi, de les prendre en main et de voir s'ils fonctionnaient pour moi ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des exercices qui vont fonctionner pour certaines pathologies, pour certaines personnes, et d'autres un peu moins. Et donc, ce bullet journal, maintenant, une fois que j'ai commencé à aller vraiment mieux, ma mère m'a dit, écoute, c'est vraiment dommage de le garder seulement dans une remise. Il t'a été tellement utile et il t'a tellement permis de progresser, d'aller mieux, que ce serait bien de pouvoir le partager avec plus de gens. Et c'est pour ça qu'on a créé le Mujo, donc le bullet journal infusé à la TCC, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc il est basé sur le modèle du bullet journal que j'avais, et on l'a fait refaire avec des psychiatres, avec des psychologues, on l'a bien fait relire, on l'a poli, on l'a redesigné aussi pour qu'il soit facile à prendre en main, et autant par les thérapeutes que par les personnes qui sont concernées par les épisodes dépressifs ou par la dépression ou par d'autres pathologies. Et puis je vais vous le présenter maintenant. Donc on va commencer par... Oh, pardon, si on peut... Donc je vais commencer par présenter un petit peu la méthode des thérapies cognitives et comportementales. Ensuite, on va voir comment le Mujo peut permettre d'être acteur et actrice de son rétablissement et en quoi c'est particulièrement important. Ensuite, on discutera de l'importance de la communication entre les thérapeutes et les personnes qui sont atteintes de dépression et de maladies mentales. Et puis, un petit point sur le fait que ce soit mon expérience qui mette au point cette méthode. Donc, je ne pourrais pas faire une meilleure introduction que ce qui a été dit précédemment. Juste, j'ai mis un petit graphique qui montre l'augmentation de la consommation d'antidépresseurs pour montrer vraiment une explosion des cas ces dernières années. Et voilà, faut vraiment prendre conscience que les maladies mentales, la santé mentale, c'est encore le parent pauvre, oui, c'est le parent pauvre qu'on dit, je crois, de la médecine. Il y a très très peu de lits, il y a très très peu d'argent qui est mis dedans. Donc du coup, comme il y a peu d'investissement, forcément, il y a très peu de débouchés. La méthode TCC. Alors, donc, comme on a dit, c'est de la thérapie cognitive et comportementale. C'est des outils qui sont validés par la science, donc qui ont été travaillés avec des processus scientifiques de vérification de l'efficacité. Donc c'est bien sûr, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de choses qui vont permettre à tous les coups d'aller mieux, mais par contre, on sait que vraiment, ces outils-là fonctionnent si on les prend bien en main. C'est une méthodologie où le patient est acteur de son rétablissement. Donc, on ne va pas seulement se laisser guider. C'est vraiment pas une thérapie où on va s'asseoir et où on va raconter ce qui ne va pas dans notre vie et on va se plaindre et où on va nous s'entendre dire « Ah oui, c'est dur ce que vous vivez ». Bien sûr, c'est important d'entendre ces mots-là. C'est dur ce que vous vivez. C'est important de se sentir compris, comprise, de voir que ce qu'on vit est pris en considération.
Mais là, c'est vraiment une thérapie active, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement dire, on va aussi travailler. C'est un vrai travail sur soi, c'est un vrai développement qu'on va faire et c'est dur, c'est vraiment dur, c'est pas simple. C'est des exercices à faire encore et encore et encore. Et je dis pas ça pour décourager, parce que c'est vrai que quand on est en dépression, on a peu de motivation, c'est très très dur, c'est fatigant, c'est extrêmement contraignant, mais on le voit vite que ça a des impacts, que ça nous permet d'aller mieux, d'avancer et de s'ancrer plus dans un quotidien positif. Vous l'aviez décidé dès le départ, ça, d'être actrice de votre émission? Est-ce que j'avais décidé dès le départ d'être actrice de mon rétablissement? Sans que ce soit une décision claire, consciente. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais, oui, parce que tout de suite, j'ai cherché des exercices, des choses que je pouvais faire, etc. Donc, c'est la chance que j'ai pu avoir, oui. Mais parfois, on a besoin d'encouragement, on a besoin aussi, j'ai été aussi soutenue parce que je n'aurais pas pu faire ça toute seule non plus. Il a fallu que derrière, on m'offre les ressources qui me permettaient en fait de pouvoir me concentrer dessus. Si j'avais dû me battre encore parce que j'avais pas l'argent pour payer le loyer, si j'avais pas pu aller chez mes parents, avec des parents qui m'ont aidé pour me nourrir, pour me loger, pour me blanchir, pour tout ça. Si j'avais pas pu avoir ce confort-là, ça aurait été beaucoup plus difficile, parce que forcément, plus on rajoute de contraintes, plus on enlève de ressources pour se concentrer sur soi et sur son rétablissement. Et donc du coup, la thérapie cognitive et comportementale, elle va travailler sur notamment des mécanismes de restructuration cognitive. Donc avec notamment ce qu'on avait appelé des colonnes de Beck, qui vont nous permettre de noter nos pensées automatiques. Par exemple, là, la pensée automatique que j'ai eue la plus récemment, ça allait être « Mon Dieu, mais cette présentation était claire, était dynamique, était drôle. Comment est-ce que je vais faire pour passer après ?» Mais j'ai compris le truc. Il y a des pensées alternatives que j'ai appris à développer automatiquement pour contrer ces pensées automatiques. Donc du coup, ça va être oui, mais on ne te demande pas le même exercice. Toi, tu n'es pas une spécialiste, tu es là pour parler de ce que tu connais, de ta propre expérience. Et donc du coup, ta légitimité, elle est ailleurs et ton style sera différent et c'est pas grave. Et voilà. Il n'y a pas d'enjeux principaux, c'est pas une question de vie ou de mort, tout va bien se passer. Ouais. Donc voilà, tout ça. Donc la restructuration cognitive, c'est particulièrement important. Et donc ça vient de ces exercices que j'ai faits encore et encore, qui nous permettent de commencer par savoir quelles sont mes pensées automatiques, qu'est-ce qui fait que cette pensée automatique est légitime et pertinente, qu'est-ce qui fait que, en fait, peut-être pas tant que ça, et comment est-ce que je pourrais penser autrement. Et en fait, à force de le faire une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, le cerveau, il apprend. Et dès qu'il y a une pensée automatique négative qui arrive, il y a les pensées alternatives qui vont venir pour être proposées. Et bon, ensuite, on fait le choix de la pensée qui nous permet d'avancer. Ça permet aussi de faire évoluer des comportements. Alors, moi, j'en parle en tant que schizophrène, mais ça parle beaucoup aussi au niveau de toutes les dépressions. On a souvent besoin de restructurer notre quotidien. Quand on est en dépression ou quand on est schizophrène, on va se retrouver avec beaucoup de difficultés à sortir du lit, par exemple, plus de facilité à rester dans le canapé, à rester dans le lit, à être inactif. Donc se dire que bon, voilà, jusqu'à 8h ou jusqu'à 9h, je reste dans le lit, mais ensuite, je commence à faire ça, et à 10h, c'est le moment où je vais faire ma lessive, et voilà, se donner des repères dans la journée comme ça, restructurer ses journées, restructurer ses comportements, c'est ce qui va nous permettre aussi d'aller de l'avant. Souvent, ce sont des thérapies qui sont courtes. Alors, une thérapie courte, sur l'échelle des thérapies, ça peut vouloir dire 5 ans. mais 5 ans, c'est relativement court pour se sortir d'une dépression et de symptômes comme ça. Il y a des thérapies qui sont là sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et en fait, ils ne vous lâchent jamais.
Donc là, l'idée, c'est vraiment faire en sorte que vous alliez le mieux possible, le plus rapidement possible, et que vous soyez les plus indépendants possible pour ça. Voilà, l'objectif, c'est le bien-être le plus rapide et le plus profond possible. Donc du coup, il va y avoir certains outils que vous allez retrouver dans le Mojo qui sont censés, qui travaillent sur justement toutes ces thérapies cognitives et comportementales. On a notamment le bingo. Le bingo, c'est là où on va mettre des petites actions qu'on a envie de faire, de réaliser pendant le mois et qui vont nous permettre de faire de l'activation comportementale. L'activation comportementale, c'est le fait de commencer à faire quelque chose, même si c'est tout petit, même si c'est vraiment pas grand-chose, parce qu'une fois qu'on a fait une première chose, ensuite, on peut en faire une autre et ensuite encore une autre. Et c'est comme ça, en fait. On enclenche une roue, on enclenche un mécanisme. Et donc, du coup, ces bingos, c'est pas juste une to-do list, c'est vraiment des activités qui sont simples, qui sont accessibles, qui sont positives et qui nous donnent envie. Ça va être aller voir un spectacle, par exemple, ou aller au cinéma. Ça peut être faire une soirée jeu de société avec des amis. Ça peut être tout simplement... j'ai un ami, il adore laver sa cuisine. Je comprends pas. Mais lui, il sait que s'il met laver ma cuisine telle semaine, ça va lui faire super plaisir. Donc, il met laver sa cuisine dans son bingo. Bon. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et le tracker d'humeur va vous permettre de dire si vous vous sentez énergisée, joyeuse, bien, anxieuse, le matin, le midi, le soir, et vont vous permettre d'analyser finement comment vous allez vous sentir, à quelle occasion. Par exemple, si je vois qu'à chaque fois que je me lève à 7h du matin, en fait, je passe une super matinée, je suis super énergisée, je suis joyeuse, tout ça. Mais par contre, qu'à chaque fois, je me lève à 10h du matin, je suis épuisée, c'est plus difficile, j'ai des angoisses, des choses comme ça. Bon, j'ai des petits indices qui me permettent de mieux savoir comment structurer mes journées et comment mieux aller. Et ça permet aussi de voir quand vous êtes dans un processus de recherche ou de traitement, de voir comment le traitement va vous impacter. On va voir, voilà, j'ai commencé le traitement le 10 du mois. Je vois qu'à partir du 20, je me suis sentie complètement épuisée. J'ai eu beaucoup de mal à me lever, tout ça. Bon, on va voir que c'est un effet secondaire important, que forcément, s'il n'y a pas ensuite de changement dans l'humeur, ou avec plus de joie, plus de bien-être, ça ne va pas forcément être le traitement qu'on va continuer. Mais ça, on va le voir grâce à des trackers comme ça qui vont nous permettre vraiment de suivre complètement ce qu'on va ressentir. Et donc, c'est un outil qui va nous permettre d'être en relation étroite avec nos thérapeutes. Donc, j'en ai beaucoup parlé. Alors, l'idée, c'est pas du tout de dire que si on n'est pas actrice ou acteur de son rétablissement, on n'est pas digne de s'en sortir. C'est pas du tout ça. On n'a pas tous les mêmes ressources, on n'a pas tous le même caractère de base. C'est pas toujours aussi facile de nous dire qu'on va s'en sortir, parce que aussi travailler pour s'en sortir, c'est voir déjà la possibilité de s'en sortir. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde, en fait. Et parfois, il faut se mettre des coups de pied aux fesses, il faut qu'on nous mette des coups de pied aux fesses pour pouvoir faire ces exercices-là et travailler. Et alors, l'idée derrière le Mojo, c'était de faire quelque chose qui soit accessible, qui soit ludique, qui soit facile et qu'on apprécie prendre en main. On a fait beaucoup de coloriage, beaucoup de choses comme ça qui permettent du coup de prendre en charge le fait de montrer que prendre en charge sa santé mentale, c'est pas forcément quelque chose d'impossible, en tout cas. C'est quelque chose qui peut être positif, c'est quelque chose qui peut nous apporter de la joie et du bonheur aussi, même si on a l'impression que ça va plutôt nous coûter. En fait, il n'y a pas que ça.
Je vous parlais donc du coup des colonnes de Beck tout à l'heure et de la restructuration comportementale. Donc c'est à ça que ça ressemble, la colonne de Beck. Je ne sais pas si c'est très lisible, c'est peut-être un peu petit. Mais voilà, typiquement, on va mettre l'événement qui vient d'arriver, l'émotion qu'on a sur 10, la pensée automatique, les faits qui soutiennent la pensée automatique, ce qui la contredit, les pensées alternatives, et on va réévaluer son émotion sur 10. Et en général, on perd pas mal de points. Ça change pas mal. Et pour ce qui est de la restructuration comportementale, donc là c'est la restructuration cognitive, là ça va être la restructuration comportementale, les trackers hebdomadaires. C'est l'idée de se dire que bon, tout le monde ne se met pas des horaires, alors moi j'en mets pas, mais par exemple on peut en mettre. On va marquer tout ce qu'on a à faire dans la journée. Donc pour certains, il va falloir marquer prendre une douche. Pour moi, ça a été ça pendant très longtemps, prendre une douche. Faire la vaisselle de la journée, sortir de chez moi pendant au moins 5 minutes. Voilà, je vais mettre toute la liste de toutes les choses qu'il faut que je fasse pour aller bien. Et je vais colorier chaque jour, une fois que je l'ai fait. Et en fait, il y a un mécanisme psychologique qui fait que quand on coche des cases ou qu'on colorie quelque chose, on a un sentiment de satisfaction énorme. Et donc, il faut même mettre les petites choses qui nous permettent de structurer notre journée, qui nous permettent de structurer notre vie, qui nous donnent des bases, qui nous ancrent dans le réel, dans la positivité. Et donc, du coup, ce tracker hebdomadaire, ça fait partie des outils phares, des outils qu'on recommande le plus, en tout cas pour aller mieux. Donc, comme je disais, ça permet d'augmenter la communication avec les thérapeutes. Le fait d'avoir ces trackers d'humeur, trackers de sommeil, de voir quelles sont nos habitudes, ça va permettre aux thérapeutes de dire tout simplement « Ah bah oui, en effet, là, vous avez bien réussi. » Par exemple, on peut voir « Dis donc, il n'y a eu que 2 douches cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en plus, je vois qu'il y a beaucoup de symboles et d'épuisement, de choses comme ça. Donc, on va travailler sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on n'a pas réussi à mettre les choses en place, quel levier on peut mettre en place pour favoriser ce changement-là. Et ça permet donc de suivre très très finement notre état et l'état du patient. Et puis aussi de se rendre compte des progrès qu'on a fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup quand on est dépressif et dépressive. On se concentre sur comment on va à un instant T. On ne voit pas forcément comment on allait il y a 2 ans, il y a 2 semaines, il y a 2 mois. Et le fait d'avoir cette communication avec les thérapeutes, le fait de pouvoir revenir sur les mois précédents, ça va nous permettre de se rendre compte que quand même, on a fait du chemin. Et que, bon, certes, c'est pas, le rétablissement, c'est pas une droite... j'ai perdu le mot. Linéaire, voilà, c'est pas linéaire. Parfois on va retomber, parfois on va remonter, et en fait ce fossé, à chaque fois qu'on va mettre des choses en place pour aller mieux, on va y creuser des petites marges dans le fossé, et ça va faire que ça va être plus facile de remonter à chaque fois, et on va redégringoler, mais c'est pas grave, les marches sont toujours là, donc du coup il n'y a plus qu'à, on sait faire pour ressortir. Donc c'est important de garder des traces et de bien communiquer et de pouvoir communiquer aussi entre les différents spécialistes. Le Mojo, ça peut aussi être un outil pour montrer à ces différents spécialistes, et donc du coup on peut garder des notes et on peut avoir le même discours avec toutes les personnes qui nous suivent, et donc ça permet d'avoir un véritable lien thérapeutique. Et de l'expérience à la méthode, à la base, j'avais prévu de vous raconter mon expérience à ce moment-là, mais finalement, je me suis dit non, c'était plus intéressant de commencer par ça. Donc voilà, c'était pour vous expliquer mon parcours et le fait que c'est quelque part quelque chose de bien, je pense, qui est ressorti de cette épreuve. Et il y a une citation que j'ai lue il y a très peu de temps. Alors au départ, j'étais un peu fâchée parce que je vois tout ce qui nous arrive. Alors je me suis dit, parce que pour une raison ou quelque chose comme ça va être encore de la pseudo-psychologie de comptoir. Et en fait, non, la fin de la citation, c'était tout ce qui nous arrive pour qu'on puisse aider quelqu'un d'autre
qui traversent la même chose à le traverser plus sereinement. Et ça m'a énormément inspirée parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec le Mujo. Enfin, ce qu'on a voulu faire parce que c'est un travail de famille. Le design a été fait par ma mère, le site internet par mon père, enfin bref. Le nom, pardon ? Le Mujo. Alors le Mujo, le nom, ça a été donné par ma psychologue, je crois. On est parti sur Bullet Journal, donc mon journal de base. Et Mood, c'est l'humeur en anglais. Donc c'est le journal d'humeur. Voilà, donc travail d'équipe. Et donc du coup, voilà, c'est un outil qui a été testé et approuvé par moi. Et donc, bon, si vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, il a aussi été testé et relu par des psychologues et des psychiatres. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il est pensé pour aider les personnes qui ont besoin d'aide et qui sont dans le même cas que moi, j'ai pu être ou je suis encore, parce que j'utilise toujours mon Mujo. Et je vois vraiment une différence entre quand je l'utilise et quand je l'utilise pas dans ma vie de tous les jours et dans mon humeur en général. Ouais. Donc l'idée, c'est de sortir d'une approche de la santé mentale où on se remet uniquement aux médicaments et à la thérapie. C'est de se dire que tout ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en main aussi. Et c'est aussi quelque chose qui nous permet donc du coup de travailler sur nous-mêmes en attendant parfois la thérapie, parce que des fois c'est pas facile d'avoir un rendez-vous avec un thérapeute. Donc du coup c'est quelque chose qu'on peut commencer quasiment tout de suite, qu'on peut faire pour soi et qui nous permet de faire un pont vers la thérapie ensuite, d'être suivi avec des professionnels. Ça remplace pas du tout un suivi professionnel. C'est vraiment pas fait pour remplacer, c'est fait pour accompagner. C'est fait pour aider et c'est fait pour permettre aussi d'avoir une agentivité au sein de notre propre maladie. C'est tout pour moi. Je pense que si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Bonsoir. Merci pour cette conférence et bravo, Laura, vraiment bravo. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé votre témoignage. Je suis psychopraticienne et tout ce que vous avez évoqué de votre parcours, oui, effectivement, ça ne remplace pas, mais c'est un outil qui permet effectivement d'aller conscientiser, en fait. Vous avez mis de la conscience pour pouvoir vous remettre en mouvement. Et le fait de l'avoir écrit, colorié, c'est votre manière. Mais en tout cas, bravo. Moi, je trouve ça vraiment très, 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 très beau. J'avais une réaction parce qu'on parle de technologie. Moi, j'ai des patients que j'accompagne qui ont entre 25 et 30 ans, donc effectivement beaucoup plus de jeunes. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a l'IA. Et j'ai des jeunes qui viennent et qui me disent, bah voilà, je me confie à l'IA. Alors deux choses d'une, on se dit, bah ok, que va dire l'IA à une personne qui a besoin d'avoir des réponses? Ce que l'IA n'apportera pas, en revanche, c'est cette écoute active. Et c'est ce que vous évoquiez dans votre carnet. C'est la manière, le pas à pas que vous faites, la mise en mouvement, la reconstruction qui se fait. Mais vous l'avez dit aussi, il est important de le partager avec un thérapeute. On a des protocoles avérés, des cycles d'expérience. Enfin voilà, c'est important. Mais en tout cas, je voulais vous dire félicitations et puis merci pour votre présentation. Merci beaucoup. J'en profite pour faire un petit mot si vous êtes thérapeute ou si vous le souhaitez. Je me mets à disposition des affiches avec des outils du Mujo qu'on peut mettre dans les salles d'attente ou même dans un cabinet. Il y a l'arbre des émotions notamment qui est souvent utilisé. Oui, qu'on a refait avec des petits chats. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Moi, c'était juste une toute petite question, rien de scientifique. Aujourd'hui, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous retirez de ces années où vous avez vécu votre dépression, où vous êtes senti absorbé, et de cette renaissance? Est-ce que vous voyez quelque chose de positif? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question un peu particulière, est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau parce que vous avez eu votre histoire? Alors, je ne fais pas partie de ces personnes qui pensent que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Pour moi, ce qui ne nous tue pas peut nous blesser gravement et nous laisser des cicatrices pour la vie. Je ne dirais pas que je suis plus forte ou qu'il y a des choses qui sont bien, qui en sont ressorties. Il y a des choses que je ne retrouverai probablement jamais. Il y a des choses que je commence à retrouver. Il y a des choses dont j'avais fait le deuil et qui commencent seulement à revenir aujourd'hui. Bien sûr, est-ce que le Mujo, ça fait partie des choses très positives qui en sont ressorties? Il y a la capacité aussi d'aider les autres. Moi, je commence à me poser la question de suivre une formation en tant que père aidante, donc PAIR aidante, pour aider les autres personnes qui ont vécu les mêmes traumatismes, les mêmes expériences que moi, que ce soit dans la schizophrénie, dans la dépression ou d'autres choses, à aller mieux. Mais bon, je pense qu'on peut avoir une très belle vie sans avoir de dépression. Je voulais savoir, vous avez beaucoup parlé quand même des émotions, et je m'intéresse en ce moment à la communication non violente, et quand je vois en fait ce que vous avez créé avec le petit livret et tout, je trouve que ça a beaucoup d'importance. Enfin, vous les mettez un petit peu partout, et dans la communication non violente, je trouve qu'il y a l'idée justement de structurer et de faire évoluer une intelligence émotionnelle. Et j'ai l'impression que dans nos sociétés, justement, on n'a pas ça. C'était un peu avec ce que vous disiez, l'homme fort, jamais triste. C'est un peu ça. Et je voulais savoir justement si déjà vous comprenez ma question, et si vous, justement, la CNV, la communication non violente, elle est utilisée, je sais pas, par les thérapeutes, dans les thérapies ou quoi que ce soit. Voilà. Je pense que c'est plutôt une question pour toi, parce que moi, je ne connais pas grand-chose en communication non violente. Donc, Après, oui, la communication non violente ou la communication positive, oui. On est quand même beaucoup dans l'écoute active quand on accompagne les personnes en situation dépressive. Donc, automatiquement, on fait très attention, mais ça rejoint ce que disait Laura, et son outil qui est génial, son carnet là, parce qu'à un moment, nous, on est très vigilants à enclencher, puis j'imagine que vous, en tant que psychothérapeute aussi, dans ce qu'on va renvoyer, on doit être dans quelque chose de très positif. On doit aider la personne à effectivement l'amener dans des pensées positives, alors qu'elle est dans quelque chose. L'exemple que tu donnais quand tu allais prendre la parole, Laura, c'est comment à un moment, non, tu penses que tu vas pas y arriver, tu penses que tu dois en faire le deuil, mais regarde, tu as fait ça, donc tu as les moyens d'eux. Et effectivement, pour rejoindre par rapport à la communication non violente, la CNV, on va travailler aussi les émotions, tant les positives que les négatives, en fonction de est-ce que je suis girafe ou est-ce que je suis pas girafe, c'est-à-dire chacal.
On travaille aussi avec ces outils-là. Oui. De toute façon, dans l'accompagnement, mais je pense que Laura l'a dit justement, on va tout essayer et on va essayer d'adapter en fonction de où en est la personne, de sa personnalité et de comment elle a envie, elle, de s'approprier. Parce que ce que je trouve, moi en tout cas, je ne fais que découvrir cet outil-là et je trouve qu'il est excellent, c'est que la personne devient actrice de son parcours comment tu dis, rétablissement. Et ça, c'est l'essentiel. Si quelqu'un qui ne prend pas en main son rétablissement, et la CNV, il y a des super outils aussi. Hein, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Hein. Après, moi, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe pluridisciplinaire où on avait chacun nos spécificités. Donc, c'était... il nous manquait le Mujo. Mais sinon, donc moi j'ai un parcours en CNV, enfin j'avais des personnes en TCC, en TIP, des cliniciens, des psychiatres, des neurologues, donc automatiquement on essayait tous les outils. La CNV peut être pour quelqu'un qui est complètement dans ce que disait Laura tout à l'heure, qui est vraiment au fond du gouffre. La CNV, on va l'utiliser par contre après pour renforcer la démarche, tout ce qu'a pu faire de manière positive la personne, tout son côté, je vais le redire, hein, tout son côté girafe en fait. Hein, on va remettre ça en... Mais il faut déjà qu'elle soit dedans, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était très bien. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Pardon, quelqu'un qui est bipolaire, il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il faut qu'il voit il ne va pas s'en sortir tout seul. Oui, tout à fait. La bipolarité, bon, moi, je ne suis pas experte de la bipolarité du tout, mais c'est une maladie qui va altérer le fonctionnement du cerveau aussi. Et donc, du coup, ça ne s'en ira pas tout seul. De toute manière, il va falloir un accompagnement. Ça n'ira pas tout seul parce que c'est une pathologie. Bon, il change d'avis comme des Smiths, on va dire. Et dans la bipolarité, il y a une phase importante de la dépression. Donc, la complexité de la bipolarité aujourd'hui dans l'accompagnement, c'est que la personne, elle va avoir des phases dépressives. Donc, on va avoir... c'est le dosage médicamenteux, en fait, qui est compliqué et qui peut être compliqué pour la personne parce qu'on va... Donc, de fait, dans les phases dépressives, elle va être sous antidépresseurs. Mais comme il y a des moments où il va y avoir ce qu'on appelle des phases euphoriques, les antidépresseurs redonnant de l'énergie peut renforcer l'arrivée de la phase euphorique. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à... Enfin, moi, personnellement, j'ai une amie proche qui est bipolaire, qui a 2 enfants, qui est stabilisée. Elle est un petit peu, comme l'a dit Laura, maintenant, elle a vraiment conscientisé les moments où elle sent qu'elle va monter dans la phase euphorique ou quand elle s'installe dans une phase dépressive. Et je lui ai parlé du Mujo, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais en prendre en acheter un à Laura, parce que elle veut vraiment essayer, parce qu'elle pense que ça va vraiment l'aider. Mais elle a un traitement. Hein. Donc, il y a des neuroleptiques et des antidépresseurs. Oui. Bonsoir et merci pour votre témoignage. C'est vrai que ça aide un peu plus quand il y a du... Enfin, je ne sais pas si je peux le dire, du vécu. Moi, dans le cadre de mon travail, je fais partie des instances la sécurité et conditions de travail du personnel. J'ai eu l'opportunité de suivre une formation sur les premiers secours en santé mentale. Donc, je découvre, et c'est pour ça aussi que je suis présente ce soir, parce que je ne vais pas dire que je suis dans l'inconnu, mais... parfois d'approcher des personnes, que ce soit privées, professionnelles, le voisin, enfin, c'est difficile pour nous. D'ailleurs, j'ai plein d'émotions parce que je ne sais pas comment l'aider. Je sais qu'il y a une souffrance, j'ai envie d'aider, mais en fait, si la personne, elle n'a pas décidé, comme vous disiez tout à l'heure, et
effectivement, le démarrer le plus vite possible, c'est guérir plus vite. Mais parfois, nous, d'un œil extérieur, on voit bien, on a envie de tendre la main. Tiens, ben, il y a ça, pourquoi pas l'hypnose pour te détendre, déjà pour t'aider. Enfin, je sais, des fois, on donne des conseils, mais on n'est pas des professionnels. Et parfois, c'est difficile de leur dire, ben, tu sais qu'il existe ça, etc. Enfin, et ben, je ne sais pas comment m'y prendre pour aider, quoi. Parce que j'ai envie d'être aidante, mais je perds un peu de moyens, donc je ne sais pas comment faire. Il y a différentes approches. Moi, mon approche, elle est beaucoup centrée sur le partage d'expériences. Quand je vois quelqu'un qui est en souffrance et qui se rend pas forcément compte, surtout quand on est dans des phases de décompensation, de choses comme ça, je vais simplement venir partager mon expérience et dire « Ah tiens, ça me rappelle ce que tu as dit l'autre jour, ça me rappelle quand j'ai vécu, ta. » Et donc, du coup, là, on a une accroche parce qu'on a la projection qui se met en place. Après, quand il n'y a aucune accroche, c'est vrai que c'est très très difficile parce que c'est difficile de se sentir compris, comprise. Moi, avant que j'accepte d'aller à l'hôpital, oulala, ça a été compliqué. Donc du coup, j'avoue que je ne saurais pas vraiment répondre à ça. Il y a des outils qu'on peut proposer de manière plus ludique que d'autres. Des accompagnements, par exemple, on peut proposer à quelqu'un qui a du mal à structurer sa journée et donc du coup qui a du mal à sortir du lit, on peut lui dire « Ah tiens, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble de telle heure à telle heure le matin ou qu'on se fasse un petit déjeuner de travail à telle heure ?» Et pour comme ça, on peut commencer à mettre le pied dans l'engrenage pour avoir une oreille et pour être reconnue comme personne bienveillante et comme personne qui va donner des bons conseils. Mais au bout d'un moment, on ne pourra pas faire le travail d'un thérapeute complètement. Donc après, je ne sais pas si toi, au niveau des histoires de prise en charge, tu en as des patterns qui se distinguent? Nous, c'est vrai que quand ils arrivaient, très souvent, c'était à leur demande. Donc, ils étaient déjà dans la démarche d'aller mieux. Après, moi, je pense que je rejoins complètement ce que dit Laura. C'est comment vous trouvez des accroches. Moi, je pense que malgré tout, ce qui est important, c'est que de renvoyer à la personne que vous êtes inquiète pour elle, que vous êtes à côté d'elle, et que peut-être aussi passer par du question, qu'est-ce que tu aurais envie, qu'est-ce que tu aurais envie de faire là tout de suite. Et effectivement, moi, je pense de structurer. Alors, si c'est dans l'univers professionnel, ça peut être... C'est surtout ça aussi. Je vais prendre un café, viens, je te l'offre. Et essayer de le faire de manière, effectivement, structurée tous les jours pour que la personne vous décode comme, effectivement, éventuellement une écoute, un accompagnement. Et puis après, il y a des professionnels, si c'est dans la région. Je pense qu'il y a des psychologues. Alors peut-être que madame qui prenait la parole tout à l'heure le sait mieux que moi, mais je pense qu'il y a sûrement des thérapies TCC ou TIP dans... Là, il y a le CMP, puis après il y a le CPO. Mais bon, là, après, ça veut dire que la personne, elle rentre dans une volonté d'aller mieux. Mais déjà, juste de lui faire voir que vous êtes inquiète. Moi, je crois que ça, faut pas avoir peur et même peut-être de lui renvoyer aussi son isolement social ou son retrait. Quelqu'un qui à un moment vient habillé toute la semaine avec les mêmes affaires, vous pouvez lui dire de manière bienveillante et dans la communication positive, de lui dire, mais tu n'avais pas déjà ce t-shirt hier, voilà, pour le ramener dans le comportement adapté en fait, social. Oui, parce que c'est vrai qu'on passe quand même une très grande partie de notre temps avec principalement les collègues. On est dans une conjoncture sociale professionnelle qui évolue tellement vite. J'entendais parler de l'IA tout à l'heure, et c'est vrai que on a envie d'accompagner, mais on est impuissant. Et même des fois, ce que vous dites, c'est déjà arrivé de montrer notre inquiétude, parce que de voir quelqu'un qui n'est pas bien nous renvoie quelque chose où on se dit, en fait, je suis impuissante pour aider l'autre. La régularité de votre inquiétude et de votre écoute peut être un élément déclencheur. Il y a une petite chose aussi qui peut être faisable, c'est d'essayer de faire émerger les solutions de la personne en elle-même.
Moi, j'ai fait ce travail-là il y a peu de temps avec une camarade qui ne va pas bien et qui a souvent des crises d'angoisse en réunion. J'ai pris un petit temps pour discuter avec elle et lui dire bon, quand tu abordes une réunion et que tu te sens comment en général? Et elle me dit bah, souvent, je me sens triste ou j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à comprendre, à tenir le coup. Et ça, je suis d'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Qu'est-ce qui te fait du bien dans ces moments-là? Qu'est-ce qui te permet d'être moins... Donc elle va me dire peut-être de ne pas aller à la réunion, de dire que c'est OK, bon, très bien. Est-ce que du coup tu penses qu'avant une réunion, tu peux faire un check-up et pour te dire, par exemple, de 0 à 5, je vais à la réunion, mais de 5 à 10, je ne vais pas à la réunion. Enfin, voilà, c'est essayer de les faire parler pour que des solutions émergent, genre... Qu'est-ce que tu penses des check-ups? Qu'est-ce que tu penses des tableaux? Qu'est-ce que tu penses de... Et en général, ce que je fais faire, c'est que je fais faire un petit tableau entre comment je me sens et ce que je vais faire à ce moment-là. Et ça permet de faire en sorte que la personne se dise c'est moi-même qui ai décidé que quand je me sentais comme ça ou que quand j'avais ça, j'agissais comme ça. Et donc, du coup, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de cette personne-là. Mais ça met quand même... voilà. Oui, moi, je voudrais rebondir un petit peu ce qui se disait là. Quand on est en situation professionnelle, c'est jamais très simple d'interpeller un collègue. Et j'ai utilisé, moi, dans ma carrière, à plusieurs reprises, d'inviter les gens et de dire, voilà, j'ai quelque chose de très difficile pour moi à te dire ou à vous dire. Donc, la personne, elle se pose. Et je lui transmets aussi que moi, je ne suis pas bien avec ça. Et donc, du coup, ça rejoint un petit peu la question que tu te posais. Et du coup, la bienveillance, là, elle se met en place. Et ça amène au dialogue. Parce qu'on dit, si on utilise le tu, t'as vu, parce que les collègues lui disaient tu. Bon, non, c'est pas terrible. Hein, c'est à chaque fois, la personne, elle se sent incriminée, dévalorisée, ça renforce son mal-être. Alors que si on se met à son niveau et on lui dit réellement ce qu'on ressent, ça change complètement la discussion pour amorcer après une démarche de soins ou un accompagnement autre. S'il n'y a plus de questions, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure donc cette soirée. Comme vous, j'ai énormément appris sur le sujet et vraiment, je tiens à remercier Catherine, déjà, dans un premier temps, pour son intervention. Vous avez su utiliser à la fois un langage accessible à tous, je trouve, alors qu'il est quand même lié au domaine de la santé, avec des termes qui parfois nous échappent énormément. Donc, avec une pointe d'humour, que je pense tout le monde a su apprécier. Et puis merci également à Laura pour ce retour d'expérience, ce partage aussi, cette volonté d'aider les autres, parce que c'est quand même ce qu'on vient chercher dans ces réunions. Et puis merci à vous aussi pour toutes les questions pertinentes, mais qui ont fait aussi enrichir encore les interventions. Et puis on peut continuer les échanges, bien évidemment, au cours de cette soirée. Merci beaucoup, merci à vous. Merci.